suis un petit peu embêté dans ce débat parce que je ne sais pas si on a parlé d'environnement, d'éco-conception ou si on a parlé de développement durable. Alors, je viens de relire d'ailleurs la toute dernière recommandation de l'ARPE sur le développement durable qui dit les choses suivantes. La publicité ne peut exprimer une promesse globale en matière de développement durable si l'engagement de l'annonceur ne porte pas cumulativement sur les trois piliers du développement durable. Vous connaissez les trois piliers, le social, l'économique et l'environnement. Et je n'ai pas eu l'impression qu'on parlait de social dans ces discussions. Oui, juste au niveau mondial, nous, ce qu'on voit, c'est quand on donne des lignes directrices, par exemple, sur la communication, sur le développement durable au gouvernement, évidemment, on va rentrer plus par l'angle peut-être environnemental au niveau des pays plus industrialisés, parce que c'est des campagnes, effectivement, qui sont plus en vogue en ce moment, et on met beaucoup plus l'accent là-dessus à l'heure actuelle. En revanche, pour les pays en développement, on est beaucoup plus sur des campagnes, alors santé publique énormément, puisque là, c'est vraiment se prémunir contre des épidémies, etc. C'est des modes de communication effectivement très différents. On a vu des campagnes qui ont eu un énorme succès en Brésil, avec pas beaucoup d'investissements pour la prévention de la dengue, qui faisait des ravages là-bas. Et ils s'étaient associés avec des opérateurs de téléphonie mobile, parce que même si les gens n'ont pas forcément des moyens de consommation énormes, ils ont souvent un portable. Et l'information était relayée par ces mobiles qui permettaient comme ça d'avoir effectivement une proximité d'information, un accès. Ça a eu un succès énorme. Ça n'a pas tout à fait éradiqué, mais disons que ça a diminué de façon incroyable la propagation de l'épidémie. Et donc il y a des moyens effectivement de communication qui sont différents. Et pour eux, on ne va pas aller voir les pays en développement en leur disant consommez mieux, consommez durable. Ils vont nous regarder avec vos problèmes de riches, vous les gardez. Nous, on a nos problèmes à gérer, on doit juste avoir accès à l'eau, aux ressources indispensables pour vivre. Donc le biais est totalement différent, clairement. Et là, alors, l'impact sociétal, je veux dire, l'aspect social, la dimension sociale du développement durable, forcément, elle est beaucoup plus mise en exergue. En tout cas, quand on s'adresse à ces pays-là. Quand on parle d'aspect social, c'est vrai qu'il y a quand même il y a trois angles. Il y a l'angle de la cible, dont on parlait effectivement notamment à l'instant. Il y a l'aspect social dans le fonctionnement interne, que ce soit d'une agence ou que ce soit d'un annonceur. Comment est-ce que je gère mes parties prenantes internes? C'est effectivement toute la question, notamment des syndicats, mais aussi des conditions de travail internes. Quand on pense aux agences, il y a effectivement peut-être un petit peu de travail encore, ou des politiques salariales. C'est aussi tout ce qui concerne la mixité, la parité, enfin, c'est vraiment assez large. Et le troisième point, c'est au niveau de l'éco-conception, des messages, enfin, c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'éco-socio-conception aujourd'hui. Comment est-ce que je gère mes prestataires de manière à intégrer la notion sociale dans mes différents projets, que ce soit dans leurs conditions de travail ou dans la représentativité. Je pense notamment par exemple dans l'événementiel aux hôtes et hôtesses. Jusqu'à présent on parle d'hôtesse et on pense tout de suite à une grande blonde à bord de poitrine. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de représenter la société aujourd'hui à travers notamment ce public-là? Donc c'est vrai que c'est un petit peu les trois aspects qu'on entend quand on parle de social. Oui, je crois que quand on parle aussi de la formation, il y a un sujet qu'on n'aborde pas assez, c'est la réalité du droit du travail dans les agences, enfin dans la fonction communication en général. Et je crois qu'il y a aussi un peu d'information à faire là dans les écoles aussi. Quand on parle de développement durable et qu'on n'a pas forcément les meilleures habitudes sociales en termes y compris de répartition des richesses, des conditions de travail, des horaires, le monde de l'événementiel, j'ai travaillé, a fait d'immenses progrès. C'est-à-dire qu'on a arrêté de travailler 20 heures par jour comme on faisait il n'y a encore pas beaucoup d'années, mais il y a vraiment une dimension sociale extrêmement forte. Et je crois que quand on rentre dans ce métier aujourd'hui, il y a aussi une réflexion à avoir sur ce point-là. Je voulais poser la question qui rejoint un petit peu les précédentes et les préoccupations sociales qu'on vient d'évoquer, de savoir si dans les formations qui étaient prévues à l'attention des étudiants, mais aussi en continu, il y avait la dimension participation des citoyens. Parce que ça me paraît important d'éduquer aussi les futurs, je ne sais pas, communicants, managers ou ce que vous voulez, à cette je ne sais pas si on peut appeler ça méthodologie, pratique en tout cas. Quand on travaille sur l'éco-événementiel, cette dimension apparaît également encore plus, notamment quand on voit se multiplier ici et là soit des festivals, soit un ensemble de
table ronde sur ces problématiques liées au développement durable, le fait d'inciter justement par ce biais-là à sensibiliser la population, à les inviter à se mêler de façon à pouvoir échanger et à pouvoir également progresser. C'est pas simplement mettre de gobelets en plastique recyclé ou quoi que ce soit, c'est véritablement avoir une approche en 360 degrés et essayer de mobiliser l'ensemble des parties prenantes pour qu'elles fassent aussi de cet événement un lieu presque de formation, quelque part, alors que, et ça c'est assez nouveau dans l'ensemble, et je trouve que par ce PL-là, on arrive à appréhender de nouveaux concepts de formation plus proches du ludopédagogique, ce qui est extrêmement positif et ce qui est plus facile pour les citoyens, pour pénétrer surtout les citoyens qui ne sont pas nécessairement convaincus, hein, parce que c'est vrai que les citoyens les plus engagés viennent à ce genre de manifestations pour d'autres raisons. Je trouve que ce sont d'excellents vecteurs pour faire progresser la sensibilité environnementale de nos concitoyens. C'est juste un complément par rapport à ce que disait Gilles sur la dimension sociale du métier. Il ne faut pas négliger que le fait les étudiants qui investissent dans une école supérieure pour faire des études pour accéder à ces métiers. Premier témoignage de cohérence pour eux de l'école dans laquelle ils entrent, qui leur parle de ça, c'est de savoir comment l'école se bat d'abord sur l'égalité des chances, d'accès à des parcours d'excellence. On ne va pas rentrer dans le débat du système éducatif français, ce qui s'y passe aujourd'hui, mais c'est assez inquiétant au point de vue sur la ségrégation sociale et la précarisation sociale qui se dessine dans le système éducatif français. Le deuxième élément, c'est de se battre sur les stages. On fait partie d'une des rares écoles de communication. Je signale simplement que le mouvement Génération Précaire est né à Paris d'étudiants en majorité issus des filières communication journalisme, dont on use et dont surtout on abuse en stage en ne les payant pas sur des stages très longs, plus de 6 mois. Donc le premier combat, c'est de dire non, 6 mois, c'est pas forcément le stage idéal, premièrement. Et deuxièmement, il y a une loi, heureusement, Pécresse qui nous a rejoint l'an dernier, un stage de 13 semaines, donc 3 mois et 1 semaine. Je peux vous dire que les agences parisiennes comme nantaises ont joué avec cette 13e semaine pour ne pas payer les stagiaires au tiers du SMIC. Ridicule, mais c'est des pratiques qui existent toujours. Et c'est notre rôle en tant qu'acteur de l'éducation, acteur du changement aussi, de pousser la profession à être un peu plus responsable, parce que ça crée des conditions évidemment de désintérêt pour certains milieux professionnels. Je vais plutôt à l'échelle de ceux qui me payent mieux parce qu'on me reconnaît ma qualification et ma compétence. Je ne vais pas dans les agences, donc on voit ce qui se passe dans la compétence des agences du coup. Et puis de l'autre côté, il y a le fait de, si on veut en effet responsabiliser globalement des acteurs de la société, si on commence à avoir des pratiques dans les stages qui sont, y compris reproduites socialement dans l'agence quand il est salarié, c'est pas très sain. Et de ce point de vue-là, les agences en particulier, c'était un débat qu'on a vu en 2006 avec Acte Responsible, et à l'ACC, il y a un chantier, y compris sur la gestion prévisionnelle des compétences dans les agences, c'est pas beau à voir. Donc, de ce point de vue-là, il y a un vrai chantier auquel nous, on participe, on contribue en tant qu'acteur de la formation initiale et continue, auquel plein d'autres acteurs, y compris professionnels, peuvent intervenir, parce que les étudiants ne sont pas dupes du tout de ce petit manège. Et ils n'acceptent plus ce petit manège, ils sont mobilisés, je vais les situer, pour obtenir une loi qui, normalement, devrait déboucher, si Sarkozy tient ses promesses, sur un nouveau décret à 2 mois. Donc ça veut dire que là, on ne pourra plus jouer avec la 13e semaine, tous les stages seront obligatoirement indemnisés que dans le privé. Puisque, évidemment, pour l'instant, les collectivités et les services publics échappent à cette loi. On a parfois tendance à mélanger communiquer sur le développement durable et communiquer développement durable. Si on considère que le développement durable, c'est cette révolution culturelle, ce fameux changement de paradigme, il faut d'abord, effectivement, et je pense que Christophe Bullet le précisait, c'est un préalable quand on forme des étudiants, il faut expliquer effectivement quels sont ces nouveaux enjeux et quelle est cette révolution auquel on est confronté. Ensuite, la communication responsable, c'est tout simplement de réinventer son métier au regard de qu'est-ce que la société aujourd'hui. Alors effectivement, c'est pas toujours, c'est pas obligatoirement sexy ou environnemental, c'est une vraie réinvention du métier, et on parle même d'ailleurs de réinventer l'imaginaire. De temps en temps, on a les communicants qui nous disent ouais, vous nous donnez des contraintes, etc. Mais si réimaginer l'imaginaire, c'est pas un challenge excitant pour un créatif ou un excitant, moi je m'appelle pas Jean-Jacques.